Chers internautes, bienvenue à cette autre édition de votre émission Parole des ailes sur les ailes du pouvoir magazine. Pour cette autre édition, nous partons à la rencontre d'une femme inspirante, passionnante. Elle est une militante convaincante et convaincue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Son parcours force l'admiration de tous. Marlise Rose Tongo Douala Belle est notre invitée pour cette édition de Parole des ailes. Bonsoir, honorable. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'était un peu laborieux, hein. Mais c'est simplement parce que l'agenda était un peu chargé. Mais c'était pas parce que je ne trouvais pas un intérêt à ce que nous échangions. C'est normal, vous êtes une femme assez occupée. Oui, pas mal quand même. Vous êtes cadre politique, vous êtes coordonnatrice de Douala Clinic City. Et on vous connaît également comme une femme altruiste, socialement parlant, mais on vous reconnaît de nombreuses activités que vous avez déjà eu à faire. Est-ce que vous pouvez vous décrire en quelques mots? Donc je tiens pour des raisons de civilité, préciser que j'aimerais qu'on me présente comme Marlise Rose Tongo Douala Belle. Pourquoi? Parce que par cette identité, je revendique quelque chose qui me paraît essentiel depuis les élections de 2020, où j'ai été simplement déclassée parce que la communauté belge, c'est-à-dire du canton belge où je suis mariée, ne m'a pas, enfin le chef du canton belge ne m'a pas reconnu comme capable de porter les préoccupations du canton belge, simplement du fait que je suis une fille à quoi mariée dans le canton belge. Et que lui, il pensait qu'une fille du canton belge porterait mieux les préoccupations de sa communauté. Mais c'était un peu, j'allais dire, c'était un accouchement difficile parce que j'étais déjà députée du canton belge. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, la femme avait vraiment deux identités. Elle était elle appartenait à la fois à sa communauté en tant qu'épouse, mais également à sa communauté en tant que native de. Donc pour cela, j'ai affiché le nom de mon père en premier et le nom de mon époux en second. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous décrire quelle femme, quel genre de femme? Oh. Quand on a 70 ans, se décrire est aisé quand même, parce qu'on a du vécu. On a des choses à mettre dans chacun des points. J'ai donc 70 ans, je suis mère et grand-mère, je dirais plutôt comblée par la grâce de Dieu. Je suis diplômée en psychologie de la Sorbonne Paris, plus précisément à l'Institut de psychologie René Descartes. Ensuite, j'ai parfait mon profil par des formations qualifiantes, notamment dans le domaine de la formation des adultes et également en management. Sinon, finalement, après mes études de psychologie, j'ai fait la psychologie du travail qui m'a donc amené vers les ressources humaines. Donc j'ai pratiquement fait toute ma carrière comme RH. À côté de cela, je me définis comme militante des droits humains. Je suis communicante du RPPC, c'est-à-dire que je porte sur les plateaux, sur les médias, la parole du RPPC. Je me définis également comme traditionnaliste. Je considère que je suis chrétienne par héritage culturel,
Mais ça ne me dérange pas parce que il y a beaucoup de choses dans la chrétienté qui me parlent. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis également de la Native Baptist Church parce que le côté tradition dans cette église-là est important pour moi. Je pense que les gens doivent adorer Dieu selon leurs coutumes, selon leur culture, parce que Dieu aime tout le monde et Dieu a créé tout le monde. Donc il n'y a aucune raison qu'on considère que la tradition des autres est supérieure à la nôtre. Par contre, les échanges sont possibles parce qu'il y a la fraternité qui est aussi importante, la solidarité entre les peuples, entre les ethnies, qui est absolument capitale pour une vie plus équilibrée, plus en cohésion et plus paisible. Vous êtes communicante du RDPC. Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer la politique? Alors, je suis militante depuis l'âge de 22 ans. Oui, ça fait beaucoup. Et je n'ai jamais milité au sein de l'UNC. J'ai plutôt milité au sein du Manidem, qui était pour nous en fait la porte d'entrée dans l'UPC. Mais après un certain nombre d'années, j'ai réalisé que je n'y trouvais pas tout à fait mon compte. Et une fois rentré au Cameroun, le projet du président Paul Biya, c'est-à-dire le tel qui nous était présenté, m'a séduit et donc j'ai plutôt adhéré au RDPC et depuis ce temps je fais mon petit bout de chemin. J'ai beaucoup appris parce que on ne s'improvise pas homme ou femme politique. C'est pas parce que vous vous êtes levé un beau jour, vous avez eu envie de faire quelque chose, c'est pas suffisant. Il faut vraiment se donner du temps, se construire, se bâtir, conserver ce qui est important pour soi, c'est-à-dire ne pas se laisser convertir par des valeurs qui ne sont pas les vôtres, simplement parce que vous êtes dans un parti politique, mais quand même le tronc qui vous retient doit vous parler, sinon vous êtes là par tricherie. Donc si j'arrive en tant que femme de gauche à m'exprimer dans le RDPC et que je trouve un espace idéologique pour le libéralisme communautaire, c'est parce que effectivement il y a tout un volet et toute une perception de la vie de notre nation qui, pour le libéralisme communautaire, me permet de me déployer aisément. Vous êtes une figure de groupe politique, une figure de politique, oui. Est-ce que vous pensez que le rôle de la femme et le rôle et la présence de la femme est important dans le champ politique camerounais? Partout dans le monde, mais c'est pas facile. C'est pas facile à cause des traditions. J'ai la chance d'avoir un époux qui m'accompagne et qui accepte que je mène mes combats, mais il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à sortir du carcan traditionnel freinant. Parce que dans le traditionnel, il y a des choses qui freinent, il faut le dire. Il y a aussi celles qui nous portent. Quand on a donc la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se lever, de pouvoir prendre la parole, ce qui n'est pas très apprécié, hein. Les hommes n'aiment pas trop ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui prennent la parole. Donc je ne suis pas si bien vue que ça. Je ne suis pas si bien vue que ça, mais ce n'est pas ça qui peut m'arrêter. Je pense que j'ai un rôle à jouer, je pense que la femme a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, c'est le millénaire de la femme et de la communication. Et vous voyez bien que les hommes ont beau freiner, la femme est en train de commettre une mue. Hein, la femme change, sa posture, sa perception, sa vision change. Et ça déstabilise l'homme qui, lui, n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle donne. Voilà. Donc, soit il devient violent,
à la maison, soit alors il n'existe plus dans votre vie en réalité et il essaye de se construire une vie à côté de votre couple. Là où il se sent à l'aise avec une femme qui correspond plus au canon traditionnel. Voilà, purement traditionnel. Donc moi je pense que la femme a sa place. C'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est bien pour porter le monde. Et il nous a créés au fond plus fortes que les hommes, plus résilientes que les hommes, plus solidaires que les hommes. Et du coup, nous avons la responsabilité d'accompagner nos maris, nos frères, nos compagnons, parce qu'ils ont besoin de nous. Je donne un tout petit exemple. La femme est veuve. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle n'a pas beaucoup de moyens, elle vend les beignets, elle vend le vivre frais, elle vend la friperie, etc., pour continuer à combler l'absence de son partenaire qui est parti. Quand un homme devient veuf, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une deuxième femme. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas vivre sans nous. Ils ne peuvent pas prendre la place de la femme. Non, ils peuvent pas. La femme voilà. Donc, quand on dit que c'est le millénaire de la femme, ce n'est pas parce que la femme va s'asseoir sur la tête de l'homme, mais c'est parce que la femme devra occuper tout l'espace qui est le sien et jouer pleinement le rôle que Dieu lui a donné. Est-ce que vous pensez justement que la femme peut faire mieux que l'homme en termes de politique? Je ne pense pas qu'elle peut faire mieux, mais elle peut apporter une amélioration perceptible et sensible du fait de sa personnalité, du fait des qualités particulières que Dieu a mis en elle. Donc, ce n'est que le partenariat qui est gagnant. Et je ne crois pas que la femme puisse seule porter le monde et solutionner tous les problèmes qui existent dans nos environnements respectifs, dans l'écosystème. Le monde est tellement grand qu'il a vraiment besoin de l'homme et de la femme. Est-ce que vous pouvez nous énoncer quelques réalisations que vous avez déjà faites en tant que femme politique? En tant que femme politique, bon, d'abord il y a tout mon parcours en tant que militante, parce qu'il y a un parcours à faire en tant que militante, être proche du peuple pour pouvoir bien comprendre les préoccupations et les adresser de manière correcte au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai porté des causes comme la malnutrition, le combat contre la malnutrition. Vous étiez déjà député. J'étais déjà député. Mais je pense que j'ai eu une bonne préparation en tant que militante du RDPC. J'ai eu une bonne préparation qui faisait en sorte que, une fois arrivé au Parlement, je connaissais mon rôle, je savais que j'étais là pour mon peuple et qu'il fallait absolument pouvoir faire bouger une ou deux petites lignes. C'était déjà important. Donc sur le plan de la malnutrition, je l'ai fait. J'étais secrétaire général de Racines de Vie, qui est l'association des parlementaires pour la nutrition, ou alors contre la malnutrition. C'était très important parce qu'à l'époque où on y allait, en 2014, même le gouvernement n'était pas conscient de ce qu'il y avait la malnutrition au Cameroun. Ça, je le dis et je sais que tout le monde le sait. Simplement parce qu'il y avait comme une forme de confusion entre la suffisance alimentaire et la malnutrition. C'est deux choses complètement différentes. Il peut y avoir beaucoup à manger et les gens mangent mal. Et il y a dans beaucoup de nos contrées, les enfants de moins de 5 ans sont en souffrance parce que la prévalence, c'est quand même de l'ordre de 31%. Les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition qu'on appelle aussi le retard de croissance. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que la malnutrition détruit les neurones. Et ça vous fait des enfants qui ne peuvent pas avoir une scolarité normale.
Et vous savez, nos enfants, c'est notre lendemain. Alors si on a un capital humain qui n'est pas capable de porter le développement durable, on fait comment? Donc il faut s'attaquer à ce problème. Et pour s'y attaquer, il faut consacrer un certain nombre de temps et d'argent sur les 1000 premiers jours de l'enfant. Les 1000 premiers jours, c'est à peu près les 2 ans de vie. Parce que dépasser cela, on ne sait plus soigner. On ne sait plus soigner. Mais tant que l'enfant n'a pas 2 ans, on sait soigner. Et donc c'est un combat qui m'a passionné. Et d'ailleurs, mon ouvrage, là, Hydromède pour la fille du prêtre, est consacré à la lutte contre la malnutrition, entre autres. Donc voilà, ensuite j'étais aussi secrétaire général de la lutte contre la corruption. Là aussi, les députés se sont mis ensemble pour voir comment, à partir du Parlement, nous pouvons adresser ce problème sur le plan africain tout au moins. Et nous avons tenu un grand colloque à Yaoundé sur la question. Et quand vous vous occupez de ce type de préoccupation, c'est pas évident, c'est pas facile, parce que c'est des sujets compliqués. Hein? C'est des sujets compliqués, mais le gouvernement du Cameroun, l'État du Cameroun, estime que le député est là pour quand même questionner un certain nombre de situations, surtout que le président de la République consacre beaucoup de son magistère à essayer de contenir ce fléau qu'on appelle la corruption et qui forcément handicape nos résultats. Voilà. Donc ça c'est aussi... Alors l'autre passion que j'ai eue au niveau de mon mandat, j'ai eu un mandat très épanouissant. Je n'ai pas gagné d'argent parce que je n'ai pas gagné de l'argent. Je me contentais de ce qui me revenait. Je ne suis pas dans le business, je ne suis pas dans des choses comme ça. Mais j'ai été heureuse parce que, par exemple, l'économie sociale et solidaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, à peu près 70% de notre économie qui se passe au niveau de l'informel. Et là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire pour encadrer les entrepreneurs, pour leur donner les moyens de produire plus, mieux, en respectant les normes, les standards, etc. Donc on avait besoin d'une loi qui encadre cela. Et la loi ne sortait pas depuis 10 ans. Et alors, le ministre Ngoa m'a fait confiance, moi et mon équipe évidemment, et j'ai pris le bâton de pèlerin pour essayer de secouer un peu les choses. Parce que la loi était quelque part dans un tiroir, mais il fallait la faire sortir. Et effectivement, la loi est sortie en 2019, en avril 2019. Le ministre m'a félicité officiellement pour ce travail. Et j'en étais aussi fier parce que, autrement, on sert à quoi, non? C'est pas pour changer les choses. Voilà. J'ai aussi des questions foncières qui m'intéressent aussi beaucoup parce que la terre, c'est quelque chose de précieux. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous voyez bien dans la Bible, on ne vend pas la terre. Parce que c'est un patrimoine qui soude les communautés autour d'un espace, autour d'un territoire. On donne la terre comme faisaient nos ancêtres quand nos frères venaient de l'intérieur du pays et voulaient s'établir à Douala. En général, on vous disait mettez-vous là, voici votre parcelle. Pareil pour les fils. Pour les fils, les neveux, on disait voilà, maintenant que tu veux prendre épouse, voilà ta parcelle, tu peux construire ta case là, etc. Avec le titre foncier et tout ce que le titre foncier représente, c'est devenu quelque chose de bien plus compliqué. Et donc, si on ne met pas, on ne relit pas le code foncier, si on ne revoit pas le code foncier, la loi foncière, nous pouvons arriver à des situations extrêmement difficiles. Donc, je me suis également occupé à cela, également les logements décents. Logements décents. Parce qu'avec, vous savez, notre ville devient une mégapole, hein, comme toutes les grandes villes africaines. Et donc, les magistrats de la ville sont quelque peu dépassés parce que les moyens ne sont pas tout le temps là. Il faut trouver d'autres solutions pour être efficient, c'est-à-dire
dépenser moins d'argent pour obtenir le maximum de résultats. Donc, le logement social, pour moi, est une préoccupation importante. Et donc, je me suis un peu intéressée à cela et je me suis mêlée au travail que font les maires, le MINDU, pour améliorer les conditions de vie. Voilà, il y a un effort à faire pour que le logement décent soit à la portée de nos concitoyens. Parce que pour l'heure, je considère que ce qu'on appelle logement social n'est pas tout à fait un logement social parce que le coût est quand même exorbitant et ne peut pas être assumé par la majorité de nos concitoyens. Donc voilà en gros les choses qui m'ont passionné pendant ce mandat. Alors je suis sorti du Parlement, mais je n'ai pas croisé les bras. J'ai continué à m'intéresser au développement local parce que pour moi la décentralisation est la solution pour sortir de la pauvreté. Revenons maintenant aux femmes. Est-ce que vous pensez, comment pensez-vous que la femme leader, la femme politique leader peut impacter positivement le développement du Cameroun et de son milieu? D'abord en s'occupant véritablement des femmes. Il y a plusieurs programmes. Les politiques publiques sont élaborées pour que la femme soit encadrée, pour pouvoir mettre à sa disposition les instruments qui lui permettent d'améliorer ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être. Mais cela a l'air un peu aérien. Cela a l'air aérien, pourquoi? Parce que on a l'impression que la femme au niveau local, au niveau du quartier, au niveau du village, n'a pas accès à toute cette information. Donc il faut que nous réussissions dans le sillage de ce qui a été fait pour le 8 mars, le thème qui a été adopté sur le plan national, investir en faveur des femmes. 2 points, accélérer le rythme. C'est bien parce que le gouvernement réalise que tout ce qui est fait n'arrive pas encore à impacter suffisamment. Donc nous, les femmes leaders, nous devons nous organiser pour que, avec les stades, ou bien les étapes ou les unités de la décentralisation, en commençant par le quartier, avec le chef de quartier, que nous puissions parler aux femmes, les écouter, leur donner des informations dont elles ont besoin. Elles ont surtout besoin de moyens. Elles ont besoin de moyens pour améliorer leur quotidien. Et comment faire? Les banques, jusqu'à présent, ne sont pas pour nous. Parce que les banques sont des institutions très structurées avec des règles très précises. Oui. Donc, ça ne semble pas être le bon chemin. Alors, comment est-ce que le gouvernement et la société civile peuvent faire en sorte que les femmes puissent accéder à un minimum de capital pour développer leur business? Et c'est dans cette optique que voilà qu'une city vous-même. Voilà. Vous nous en dire plus. Oui, voilà, c'est une très belle aventure. Et je dis merci au maire de la ville de s'être intéressé à la femme autrement. Parce que jusqu'à présent, oui, les autres aussi s'intéressent à la femme. Ils font des programmes pour la femme. Mais lui, ce que je trouve de remarquable dans son programme, c'est qu'il a fait en sorte que la femme devienne acteur de son développement et du développement de la vie. Qu'elle prenne part aux efforts qui sont consentis pour que nous vivions mieux, en bonne santé, dans des environnements salubres, etc. Et vous avez vu l'enthousiasme des femmes. Vous avez vu l'enthousiasme des femmes. Elles ont un petit pécule qu'on leur donne pour qu'elles achètent du lait, des gants, etc. Mais ça ne peut pas s'appeler un salaire. Parce qu'on ne peut pas payer ces femmes à le faire. Ce sont des mamans qui ont leur ménage, qui ont leur organisation, mais qui acceptent de consentir 3 heures
3 fois par semaine pour la propreté de la ville. La sensibilisation des populations, elles-mêmes, elles montrent l'exemple en faisant ce qu'il y a à faire et je pense que ça se ressent. Aujourd'hui, quand on circule dans nos différentes villes, Douala première, Douala deuxième, Douala troisième, Douala quatrième, on voit du changement. On voit du changement. Même si moi je considère que Douala deuxième avait déjà une avance sur ce terrain-là. Et j'en suis très heureuse parce que Madame le maire est justement un des exemples de ce que représenterait la femme dans le management local. Et elle le fait bien et vraiment chapeau. Maintenant, quand ces femmes-là se retrouvent et chantent et dansent ensemble, parce qu'on a pris l'habitude de chanter et de danser depuis nos villages, hein. Chante et on danse, c'est pas le LDPC qui a inventé ça. Alors quand elles le font, ça développe également une forme de solidarité. Elles se connaissent mieux. Exactement. Et elles peuvent donc, il y a d'autres initiatives qui naissent. Par exemple, j'ai entendu des petites tontines qui sont en train de naître dans ce cadre-là. Donc, cette façon de rendre la femme participante du développement local et durable développe en même temps la femme elle-même qui finit par proposer des solutions plus haut qui peuvent, les hommes peuvent, il y a des choses auxquelles les hommes ne pensent même pas. Hein. Mais les femmes, parce qu'au quotidien, elles sont confrontées à ces situations, à ces préoccupations, elles peuvent trouver des solutions qui peuvent être aidantes et moins coûteuses pour les mairies et surtout la mairie de la ville. Quelles sont vos priorités politiques pour l'avenir? Comment comptez-vous mettre en œuvre les échéances prochaines? Alors, les échéances prochaines, c'est d'abord 2025. Ouais. Il faut que le RDPC gagne. Alors, une fois que le RDPC a gagné, on peut préparer un peu plus sereinement les élections locales. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire exactement parce que je continue à réfléchir sur en quoi est-ce que je pourrais être utile. Dans quoi est-ce que je pourrais être utile? Est-ce que la politique politicienne, je peux y trouver une place qui me convienne, qui me mette à l'aise et pour laquelle je peux faire des choses pour mes compatriotes? Ou alors la politique, parce qu'il y a une autre forme de politique qui est justement la société civile et qui œuvre pour accompagner le gouvernement. Parce que notre société civile, au jour d'aujourd'hui, ce que je lui reproche, c'est qu'elle a tendance à se confondre avec les partis politiques d'opposition et généralement à se positionner comme adversaires du pouvoir. Alors qu'elles peuvent également être des partenaires du pouvoir. Elles se plaignent de cette société civile-là. Elles se plaignent de ne pas être très écoutées, d'être mises à l'écart par les gouvernants. Mais souvent parce que leur façon d'exprimer leur préoccupation n'est pas la meilleure des façons. C'est souvent un peu blessant. C'est souvent... En fait, ça complique la communication, pour dire court. Ça complique la communication. C'est un problème de communication. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup dans la communication, parce que ceux qui gouvernent, qui ont déjà tout ce stress, qui ont déjà tout le mal du monde à trouver des solutions, ils ont besoin de se sentir soutenus dans ce qui, comment dirais-je, ce qui est mené comme combat pour le développement. Mais quand ils ont l'impression qu'ils sont stigmatisés, qu'on leur trouve tous les défauts du monde, et la porte peut difficilement être ouverte. Donc, je continue ma réflexion en disant que
en fonction de ce que l'environnement va nous présenter, je vais avoir deux options possibles. Continuer dans la politique politicienne, si on veut, entre guillemets, ou alors m'exprimer différemment dans le cadre de la société civile et continuer à encadrer les femmes, continuer à accompagner le gouvernement, m'a séduit et donc j'ai plutôt adhéré au RDPC et depuis ce temps, c'est irritant, c'est vraiment irritant et c'est ce qui a amené le débat de Madame Kocha Cortès avec, les Camerounais, parce qu'en réalité, elle a sorti cette phrase, mais là-dedans, je vois beaucoup d'amertume. Le fait qu'on n'ait pas reconnu les efforts déployés et qu'on soit allé directement... Elle le dit justement. Voilà. Elle le dit justement dans sa phrase. Avant de dire, il y avait quoi. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pour ça que j'étais en train de dire que c'est aussi un peu le travers de la société civile qui n'arrive pas à bien accompagner les gouvernants parce qu'ils sont dans une posture pas seulement de dénonciation, mais des fois de l'invective. Des fois de l'invective et de l'amplification des petites insuffisances ou bien des dysfonctionnements, etc. etc. Donc voilà, voilà comment je vois la vie. En tant que communicante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comment gérez-vous les problèmes de conflit au sein du parti, entre membres, entre militants? Là, les différences d'opinion et conflits politiques, je veux dire. Bon, ça concerne plus ceux qui sont aux affaires et qui aujourd'hui encadrent les territoires politiques. Moi, à l'heure qu'il est, je ne suis responsable d'aucun organe. J'ai eu à convoiter, à challenger à plusieurs reprises la présidente de l'OFRDPC Corée 1. Mais une fois que vous avez perdu les élections, vous n'avez pas de statut particulier. Donc vous êtes reconnu comme cadre du parti, mais vous n'avez pas de statut qui vous permette de faire asseoir les militants, d'intervenir directement dans la marche des organes du parti. Donc je n'ai pas cette possibilité-là. Et nous sommes déjà presque à la fin. Quelle est votre vision de l'engagement citoyen et comment encouragez-vous la participation des femmes dans la politique? Alors, il faut que les femmes sachent que ce n'est pas facile. Du tout. Mais ce n'est pas impossible. Et c'est en osant qu'on y arrive. Il faut oser. Mais pour oser, il faut soigner son environnement immédiat qui commence par la relation avec le partenaire, la relation avec la cellule familiale, etc. Parce que si vous n'êtes pas porté par la cellule familiale, il vous sera très difficile d'aller affronter tout ce que vous allez retrouver sur le champ politique. Donc, je leur dirais, si vous avez envie, surtout n'attendez pas. Elles s'expriment, les femmes s'expriment déjà et de manière très édifiante dans les églises par exemple. Quand vous allez dans les églises, elles ont des organisations très élaborées et quand elles prennent la parole, mais vous avez du respect pour elles. Donc elles ont tous les talents qu'il faut pour la politique, mais elles n'osent pas franchir le pas. Donc moi, je les encourage à franchir le pas parce qu'on n'ira jamais les chercher sous le lit. Et certains se disent la politique c'est pour les hommes. Il y a aussi cette phrase-là. Oui, parce qu'on trouve que la politique est violente, mais je peux vous assurer, madame, que même dans leurs églises, là, quand arrivent les élections pour accéder au poste de responsabilité, c'est pas non plus un jeu d'enfant. C'est pas non plus un jeu d'enfant. Donc,
dès qu'il y a combat de leadership, les égos s'expriment, se lèvent, etc. Ça devient difficile. Et les hommes seront toujours confortables, même en politique, avec les femmes qui les accompagnent. Parce que tant que vous les accompagnez, il n'y a pas de problème. Il y a une réunion, vous vous occupez du poulet, vous vous occupez des pommes frites, vous vous occupez de la mise en place, ça va. Mais dès que vous commencez à vouloir compétir, ils ne vous font plus de cadeaux parce qu'ils vous traitent comme ils traitent les hommes. Vous devenez dérangeante. Vous devenez dérangeante et en même temps, vous devez vous préparer à ce que vous-même, vous sachiez qu'une fois sorti de votre ménage, de votre cellule familiale où vous devez donner ce que maman donne, hein, toute la chaleur, les soins, être en veille, réconforter tout le monde, etc. Une fois que vous êtes sorti de là et que vous vous retrouvez dans le champ politique, il y a d'autres règles qui régissent le champ politique. Et l'homme a tendance à vouloir faire de la femme politique la femme qu'il a laissée à la maison. Alors que la femme dans la politique est un partenaire politique et peut devenir un adversaire politique et challenger des positions que convoitent les hommes. Et c'est là où la sauce se gâte alors. Parlez-nous de votre parcours dans la littérature, l'écriture. Vous êtes également écrivaine. Oui, j'écris. J'ai été encouragée par des amis qui ont trouvé que j'avais, comment dirais-je, le talent pour raconter. Et ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas? Et c'est comme ça que naît le premier livre, La trahison du prince Kotoko, qui est un ouvrage que je veux absolument que l'éducation nationale et l'enseignement, non, pas l'éducation nationale, l'enseignement secondaire adopte comme ouvrage, parce que je traite là-dedans des questions très très importantes, et notamment le vivre ensemble. Voilà, parce que c'est l'histoire d'un couple, d'un monsieur qui s'appelle Youssouf, qui est de l'extrême nord, et d'une fille, Sawa. Et au cours de cette histoire, il se passe tellement de choses que vraiment c'est plaisant et c'est instructif. C'est pas parce que c'est moi qui ai... Oui, la trame, c'est l'histoire d'amour, mais en même temps aussi une histoire qui nous ramène à nos racines. Parce que la trahison, pourquoi? Parce que Youssouf, à un moment donné, n'a plus su gérer la relation interculturelle que son mariage lui imposait. Et sa mère, qui était restée au village et qui, de toute façon, disait que ce mariage était voué à l'échec. Parce que Youssouf voulait se comporter comme un citoyen du monde. Il a fait ses études aux États-Unis. Non, sa mère lui disait non. Tu es d'abord un Kotoko. Et en tant que Kotoko, tu dois revenir au village pour savoir ce que tu dois apporter au monde en tant que Kotoko. Et du coup, il va disparaître. Il va faire une sorte de fugue, retourner au village en abandonnant Ekedi, sa femme. Et il y a tout un cheminement qui va se faire jusqu'à ce qu'ils se rencontrent à nouveau et que le mariage devienne plus réel, si tu veux, parce que Ekedi aussi aura compris qu'elle a des choses à adopter chez les Kotoko pour que son ménage, sa famille évolue et soit construite. Donc c'était le premier livre. La difficulté que j'ai à faire passer le projet de faire en sorte que ce livre soit adopté par l'enseignement secondaire, c'est qu'il a été édité hors du Cameroun. Donc il faut que je vois comment je peux le faire, parce qu'il paraît que la loi dit que les livres qui ne sont pas édités au Cameroun ne peuvent pas être admis. C'est ça. Donc, voilà. Et le troisième, c'est une comédie musicale. Ma belle-sœur, la rivale. C'est une histoire qui raconte un peu ce que le complexe de Deep a fabriqué dans beaucoup d'entre nous et qui fait que, qu'on le veuille ou non, par définition, ta belle-sœur est ta rivale. Parce que quelque part, tu viens lui prendre
son amour. Hein. Elle a grandi avec ce garçon, Ouais. elle connaît son frère et tout, et puis tu arrives, tu viens jouer les princesses et reines, et, généralement elle n'est pas d'accord. Donc et souvent, le garçon est confronté à ce dilemme, et donc je l'ai raconté, c'est une pièce qui est en même temps en douala et c'est une comédie musicale. Voilà. Et le quatrième, c'est les larmes, les cendres. Les cendres de mon parcours et de mon rêve brisé. Parce qu'il a changé de titre plusieurs fois. Pendant que j'écrivais, le titre changeait. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune couple aussi pas marié et qui entreprennent la traversée de la Méditerranée pour aller chercher. Ça te fait. Voilà. Non, la vie, puisque c'est un peu l'histoire de tous les jeunes gens qui tentent de retrouver l'Europe pour, pensent-ils, améliorer leur quotidien, s'épanouir, trouver un emploi, etc. Tous les rêves possibles. Donc là aussi, c'est un livre magnifique qui traite beaucoup de la question de la maltraitance des petites filles qu'on envoie dans les familles. Et finalement, qui traite aussi de cette histoire de l'immigration clandestine avec ses conséquences, etc. Donc voilà, c'est mon petit bout de chemin. Et je signe toujours jeune auteur. Maintenant, pour finir, la toute dernière question. Quels sont vos objectifs à long terme en tant que cadre politique et comment comptez-vous les atteindre? Bon, j'ai 70 ans. Donc, ma projection ne peut être que, j'allais dire... Et vous ne faites pas votre âge. Ah bon? Ouais. Donc, ce que j'aimerais, c'est que deux choses. Renforcer notre démocratie et faire en sorte que les acteurs soient plus aguerris et comment dirais-je, s'expriment différemment. Je trouve qu'il y a encore trop de... comme un manque de maturité politique chez plusieurs acteurs qui sont intelligents, qui sont brillants, mais pour qui il faut quand même du chemin. Mais mon rêve en tant que traditionnaliste, c'est qu'on essaye de retrouver une forme de gouvernance qui colle à ce que nous sommes en tant qu'Africains. Parce que jusqu'à présent, nous importons tous ces concepts, etc. Mais nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. Donc j'ai l'impression qu'en revenant vers nos racines et en essayant de récupérer ce qui est positif comparé à ce que les Occidentaux nous proposent, nous pouvons élaborer des systèmes politiques plus en cohérence avec qui nous sommes. Donc ce type de combat m'intéresserait vers la fin de mon parcours. Un mot de fin. Un mot de fin, je vous remercie d'avoir pensé à moi et d'avoir voulu faire partager, parce que j'imagine que ce n'est pas pour aller mettre ça dans un tiroir, faire partager mon point de vue à d'autres personnes. Surtout votre histoire. Et surtout mon histoire, voilà. Bon, c'est vraiment de la gratitude que j'éprouve, hein, que vous ayez fait le déplacement, surtout ça n'a pas été facile. Je voudrais aussi espérer qu'il y aura beaucoup d'autres jeunes femmes qui vont rejoindre le vivier des femmes politiques de notre pays. Nous sommes intelligentes, nous sommes talentueuses. Il n'y a aucune raison que nous ne donnions pas à ce niveau-là au Cameroun, que nous appelons le continent. Merci. Merci aussi beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On était avec Marlise Rose Tongo Douala Belle sur le plateau de Parole des ailes sur les ailes du pouvoir magazine. Restez connectés sur toutes nos plateformes. À bientôt.